Bonjour tout le monde. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Cynthia Maltais, astrologue, et je suis avec Jean-Paul Michon, astrologue-chercheur. On a un sujet qu'on tenait à vous parler aujourd'hui et on pense, en fait, ça fait depuis au moins une semaine qu'on voulait vous en parler et cette semaine, on a pensé que c'était le parfait timing pour le faire à cause du décès du pape François qui a eu lieu lundi dernier. Alors, je te laisse la Oui, ben c'est parole. ça. Ce qui s'est passé, c'est que pour nous, astrologues, là, on se préparait déjà à des gros changements au niveau mondial, au niveau Mm. sociétal, et on savait qu'avec l'arrivée de, de Saturne le 20 avril dans le signe des poissons sidérales, c'est-à-dire dans le signe de la conscience spirituelle, on savait qu'il allait y avoir des grands changements. Et le jour où Ouais. Saturne arrive dans En ce signe poisson. des poissons, on apprend la mort du pape. Et donc, c'est là que notre réflexion sur la société en général, et donc je dirais, cette réflexion-là nous amène à réfléchir à ce que beaucoup de gens appellent l'ère du Verseau. Mm. Et pour certains, l'ère du Verseau, c'est euh, peut-être le renforcement des religions, comment dirais-je, le retour du Christ, et je ne sais pas trop quelle baliverne, mais je pense pas que le Christ ait le goût de revenir dans ce bordel-là. Il s'est déjà fait crucifier une fois, il n'est pas maso à ce point-là. Et donc, ma réflexion, notre réflexion sur l'ère du Verseau, ça consistait à essayer de comprendre c'est quoi cette ère du Verseau. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, je pense à Paul de Cour, entre autres, qui ont essayé d'expliquer que pouvait être l'ère du Verseau. Mais pour moi, il ne peut pas y avoir du Verseau sans changement complet de paradigme mondial de la conscience. Mm. Et donc, l'arrivée de... C'est ça. Explique-nous c'est quoi. Hein? Voilà. C'est ça. Alors, l'ère du Verseau, en fait, c'est lié à la précession des équinoxes. Et donc, la précession des équinoxes, ça dure 26 000 ans. Et donc, chaque signe, qui représente 30 degrés dans le zodiaque sur les 360, euh, représente une ère. Et là, donc, on serait censé rentrer dans l'ère du Verseau, qui est un signe de changement majeur dans l'humanité. Et donc, l'ère du Verseau, quelque part, c'est gouverné par Uranus. Et on sait que Uranus a été découvert le 13 mars 1781 Mm. par William Herschel. Et pour moi, pour nous, cette arrivée d'Uranus en Verseau, c'est qu'il y a comme cette découverte d'Uranus, pour moi, c'est comme si c'était le début de l'ère du Verseau. Mm. C'est-à-dire que, en fait, même si on ne sait pas, parce que personne ne sait en fait quand est-ce que commence l'ère du Verseau, puis ça dure 2600 ans, là, on a le temps de se préparer. Mais il y a quand même quelque chose d'important en relation avec la découverte la découverte d'Uranus. On sait par exemple que euh, la Révolution française a eu lieu en 1789, c'est-à-dire 7 ans grosso modo après la découverte de l'ère d'Uranus, dont les mots-clés sont liberté, égalité, fraternité. Ouais. Donc, moi, ce que j'aimerais, ce que je voulais faire ressortir justement, c'est que grâce aux mots-clés d'Uranus, c'est que quels étaient, comment dirais-je, les mots-clés d'Uranus qui pouvaient avoir un impact euh, sur le monde d'aujourd'hui, là. Oui, puis il y a différents milieux de la société où ce que ça qui a eu un impact. Là, je vais énumérer les choses. Donc, ça a eu un impact sur le plan industriel. Donc, la naissance des chemins de fer. Hein, parce que les mots-clés d'Uranus, c'est la fraternité, quelque chose. Donc, le chemin de fer vient relier tous les villages isolés entre eux. OK? L'aéronautique, la marine, l'automobile. Il y a l'électrification dans tous les domaines. La mondialisation du commerce qui a permis une amélioration de la qualité de vie jusque dans les contrées les plus lointaines. L'informatique, hein, qui a participé à l'ère du verso également.
qui font partie, bien sûr, des mots-clés d'Uranus. Internet, les réseaux sociaux, hein, les satellites, exactement. Et il y a sur le plan social aussi qu'il y a des impacts d'Uranus. On parle de l'abolition de Au l'esclavage, entre 19e autres siècle, ouais, aux États-Unis. La lutte pour l'égalité homme-femme, la fin du racisme. qui n'est pas Euh, terminé, le début de la fin du c'est le début de la racisme. fin, OK? On est encore, on sait qu'on est là-dedans. La scolarisation des enfants, garçons et filles. La naissance du syndicalisme. Le syndicalisme, c'est des mots-clés d'Uranus. Pour développer la solidarité des travailleurs face aux abus de pouvoir, le patronat, etc. Les Nations unies, l'ONU, créée après la Deuxième Guerre mondiale en 1945 pour on va dire éviter d'autres catastrophes humaines. Hein? L'intention est là. L'urbanisation pour l'eau potable, les égouts, ramassage des ordures, etc. La santé, la sécurité sociale, les transports en commun, la télécommunication en général, les médias sociaux, etc. Et sur le plan familial, le plan familial, c'est l'arrivée du progrès dans les chaumières. Le frigo, les micro-ondes, tout ça vient nous aider à nous alléger nos tâches, le confort, le chauffage, l'eau potable. Je sais que dans les contrées ailleurs dans le monde, je sais que pas tout le monde a accès Ah à ben, on ça, n'est pas mais encore là, c'est-à-dire que le c'est début de ça, l'ère du Verseau, c'est le début, puis certains sont plus en avance que d'autres, c'est ça. puis on verra à la raison Oui, après, c'est ça. hein. Une meilleure qualité des constructions, l'arrivée de l'automobile. Le plan médical également. Euh, Parce que juste avec Louis Pasteur, là, je ne veux pas lancer de débat sur la vaccination, mais ses découvertes, quand même, les traitements thermiques des aliments, ouais, excuse-moi, puisqu'il y a la partie vaccination, mais la pasteurisation, excuse-moi, pasteurisation, les traitements techniques des aliments qui a fini par s'appeler la pasteurisation, OK? La chimiothérapie, les vaccins, OK? C'est de ça que je voulais parler pour pas lancer de débat, mais n'empêche que ça faisait partie des améliorations. L'utilisation de l'imagerie médicale, l'intelligence artificielle dans l'aide chirurgicale, même ça s'en vient pour les diagnostics, etc. OK? Puis les progrès technologiques, mais ça n'arrête pas, hein? Ça nous surprend à chaque année et ça a un impact tout le temps. J'ai une amie qui me disait d'ailleurs à ce sujet-là Oui, que les progrès médicaux des 25 dernières années sont plus importants que tout ce qui a été pu faire ah comme oui, c'est découverte exponentiel. exponentielle depuis le début de l'humanité. Donc, il y a l'ère du Verseau, il y a une espèce d'accélération énorme là, sur Ah le oui, plan technologique. technologique. Euh, Puis en tout cas, nous, on va parler de nous bientôt parce qu'il y a un domaine qui stagne, puis nous, on fait ça, mais on se garde des petits trucs. OK? C'est juste pour finir là-dessus, donc c'est sûr que il y a des écarts d'évolution entre les pays riches et les pays pauvres. Donc, il y a d'autres étapes pour aller vers l'ère du Verseau. Ça sera certainement l'égalité à l'accès à tout ça, qui change quand même notre quotidien de façon très importante. Alors, Jean-Paul, parle-nous de l'impact d'Uranus sur le plan spirituel. Oui, on vient de voir que sur le plan matériel, ça a été évident de voir ce qu'on appelle globalement le progrès. Et sur le plan matériel, c'est clair, mais sur le plan que j'appelle moi spirituel, c'est vraiment la chose la plus complexe qu'on a à comprendre, hein. Euh, la France, par exemple, a mis en place la fameuse loi 1901 sur le principe de la laïcité qui a pour objectif de permettre aux individus de fonctionner en dehors des religions, des autorités religieuses. Ce principe de séparation de l'Église et des religions euh, n'a pas eu pour effet, n'a pas arrêté la prolifération des religions. Les musulmans qui habitent en France, par exemple, n'ont jamais accepté le principe de la séparation entre religion et autorité politique. Pour eux, la spiritualité est liée à une sorte de code d'honneur. Et donc, le principe de la liberté de conscience a été accepté, n'a jamais été accepté par les religions. Elle continue sans encombre leur endoctrinement sur les enfants dès le plus jeune âge. Elles ont continué le trafic de manipulation mentale pour dicter ce que les gens doivent penser dans leur vie. Pour les religions,
ça représente un besoin de contrôle et de servir leurs objectifs pour faire des humains des êtres serviles. Hmm. Quand on y réfléchit, cette suprématie des religions Excusez-moi. sur la conscience atteint ses objectifs, car même si l'on s'éloigne des religions, comme il y a un peu la désertification des églises actuellement, là, le legs moral conditionnel, le conditionnement moral, psychologique, philosophique et j'en passe, eh bien, il se transmet de génération en génération. euh, et ça devient une espèce de tradition qui est ancrée dans les mœurs. Et Parfait. donc, moi, je voulais justement aborder ce que j'appelle la spécificité des religions, la façon dont les religions ont un impact dans nos vies, euh, pour mieux comprendre un petit peu les blocages qui existent toujours pour accéder à l'ère du Verseau, hein. Alors, comme je dis souvent, les religions sont des organismes inventés par l'homme, hein, pour s'assurer le pouvoir sur leurs semblables. Hmm. Tu veux que je continue? Oui, Parfait. Donc, sur les religions, c'est effectivement inventé par l'homme pour s'assurer du pouvoir. Des centaines de siècles de guerre de religion où il faut massacrer la liberté de conscience, massacre non terminé encore, on s'entend, là, c'est encore en cours aujourd'hui. Elle représente la première cause de pollution terrestre, car la pollution commence par l'endocrinement de notre mental. Le côté matériel de la pollution ne présente que les conséquences des manipulations mentales. Elles produisent une forme d'hallucination collective qui maintient les êtres humains dans une sorte de déni de la réalité. Elles maintiennent la confusion entre la religion et la spiritualité, car la spiritualité est personnelle alors que la dogme représente la manipulation mentale. Ça, on le voit, hein, quand on discute aussitôt des fois qu'on peut prononcer le mot Dieu pour une personne spirituelle, pour une autre personne, on pense qu'on est dans une secte ou peu importe. Elle s'approprie le droit d'avoir des réponses sur toutes les questions existentielles. L'Opus Dei, par exemple, là, on va faire attention, sorte de mafia catholique au service du Vatican, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, s'infiltre dans tous les secteurs d'activité pour influencer le choix des candidats au poste de direction, quel que soit, pour superviser les activités humaines. Il est interdit d'aborder la question de la vie après la vie et de parler de la réincarnation. Interdiction de s'intéresser à aucune discipline spirituelle qui n'ait pas reçu l'aval des autorités religieuses. Même si parfois dans nos sphères quotidiennes d'activité ou dans notre pays, on ne peut pas avoir conscience de ça parce qu'on n'en parle pas, mais en arrière de ça, des fois, il peut y avoir des trucs insidieux. Le vœu de pauvreté des autres afin que l'Église devienne l'institution la plus riche du monde, hein. Comme certains accumulent le charbon dans leur sous-sol pour se chauffer, l'Église accumule des tonnes d'or et de pierres précieuses volées aux peuples autochtones en Amérique latine, hein. Tu parlais de Séville dernièrement, la ouais, cathédrale. la Hilal, là, ceux qui ont eu la chance d'aller visiter Séville, n'oubliez pas d'aller visiter la Hilal, là, la cathédrale qui a le plus haut, comment dirais-je, minaret, puisque c'est une ancienne mosquée en fait, du monde catholique, la 48 mètres de hauteur je sais plus comment ça s'appelle, là. Bon. L'éradication de tous les peuples autochtones qui avaient développé leur propre conscience spirituelle bien loin des doctrines religieuses. La négation de la spiritualité individuelle. Hmm. Dénigrer le monde féminin. Dénigrer la sexualité. Déstabiliser. La déstabiliser afin de rendre les prêtres des détraqués sexuels. La négation d'une spiritualité authentique et naturelle pousse les gens vers l'alcool et la drogue. Et ça fait partie des mots-clés de Neptune. Ouais, c'est Des, intéressant à ce sujet-là d'ailleurs, parce qu'on on s'aperçoit en France, entre autres, que le narcotrafic euh, est lié souvent, on parle souvent des musulmans en France, mais on s'aperçoit que la corrélation entre spiritualité et drogue, ben la drogue, c'est justement une absence de spiritualité, une recherche de spiritualité.
et qui fait que les jeunes musulmans sont complètement désœuvrés. D'ailleurs, tous les gens qui prennent la drogue sont un Pas petit peu juste autour. désœuvrés au niveau spirituel. Et Mm. donc, c'est pour ça qu'il y a une réflexion importante à avoir au niveau des religions dans le barrage vers ce que j'appellerais l'ère du Verseau. Mm. Et dernière chose, ils ont fait naître dans l'humanité la culture du mensonge qui excuse-moi, qu'on ne retrouve pas chez les peuples autochtones, tel que l'a révélé l'anthropologie récemment. C'est intéressant, justement. Je me souviens avoir vu ce, ce chef d'Amazonie qui avait été interviewé à la télévision sur TV5 et Mm. le journaliste lui avait posé la question. C'est quoi la des grandes différences entre l'Occident et nous, les peuples autochtones? Puis le chef amérindien avait répondu, dans les peuples autochtones, on ne connaît pas le mensonge. Mm. Ils sont vraiment en communion avec la nature, le respect, tout ça. OK. Peux-tu aller avec le résumé? Ouais, ben, en fait, on a un petit peu résumé, c'est que ce Mm. qui est en train d'arriver de l'ère du Verseau, c'est ce qui touche la liberté de conscience. Mm. C'est-à-dire que les religions euh, qui ont prôné l'amour du prochain depuis plus de 2000 ans, eh bien, en fin de compte, elles ont coupé la tête à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, là. C'est ce que j'appelle la liberté de conscience. Mm. La plupart des humains, quelles que soient leurs activités, agissent, prennent des décisions sans être conscients de le formatage de leur mental est directement lié aux endoctrinements subis dans leur enfance, même pour ceux qui se disent athées. La question se posait de savoir comment se libérer de ce formatage des doctrines politiques religieuses qui polluent notre capacité de penser. Mm. Et donc, là, j'aborde une autre réflexion philosophique, métaphysique sur notre existence. Et c'est pour ça que je dis que euh, Socrate avait dit, connais-toi toi-même. Et même dans la table d'émeraude, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Les affirmations de Socrate et d'Hermès Trismégistes sur la table d'émeraude résument bien la problématique d'être humain qui arrive au monde. Il se retrouve avec des interrogations qui sont noyées par des valeurs dogmatiques qui tuent dans l'œuf la liberté de conscience. Toute la culture qui émane des religions recherche à valoriser un être suprême. Dieu s'est fait homme, hein. À l'image de l'homme, celui-ci devient en réalité toute autorité qui détient le pouvoir, si bien que chaque être humain est conditionné par ses endoctrinements à honorer toute forme d'autorité au détriment de qui il est vraiment. Le traité des superpositions de Jean-Baptiste Thiers, publié en 1679, que j'ai ici, bien sûr, nous explique que l'astrologie, par exemple, entre dans la catégorie des superpositions dénoncées par l'Église catholique. S'intéresser à l'astrologie est condamnable au même titre que l'était la voyance et haute capacité de guérison, classée comme de la sorcellerie. Mm. Alors que l'énoncé de Socrate, connais-toi toi-même, constitue l'un des piliers de la philosophie. L'endoctrinement des masses par les différents dogmes politiques et religieux ont eu pour objectif de tuer dans l'œuf, dès le plus jeune enfance, toute capacité de l'être humain de réfléchir par lui-même. Excusez. Il suffit par exemple de penser à l'endoctrinement de la jeunesse hitlérienne, ou bien encore des écoles coraniques, pour ne citer que ces deux extrêmes. On apprend par cœur des dogmes et autres théories archaïques pour nettoyer tout esprit critique. La fameuse laïcité prônée dans certains pays démocratiques, et ça j'insiste là-dessus, n'a été qu'un subterfuge pour laisser les religions continuer à pratiquer un conditionnement mental sur nos enfants. Mm. La fameuse laïcité, la séparation d'Église et de l'État, ça a été en fait un laisser-passer pour la religion de continuer le massacre du mental de nos enfants. Mm. Alors, je conseille de lire l'ouvrage de Michel Onfray, le philosophe français qui écrit en 2005 le livre de référence sur le sujet qui s'appelle Un traité de la théologie, qui, je pense, est un livre profondément spirituel. Cet ouvrage de Michel Onfray traite de façon exhaustive de l'impact des dogmes et des formatages des cerveaux au cours des siècles qui fait que même les générations après un endoctrinement devient une sorte de tradition culturelle qui se perpétue de siècle en siècle. L'être humain a perdu sa liberté de conscience encore aujourd'hui et n'aura bien du mal à se défaire de ces dogmes. Les invasions auprès des contrées sauvages, comme les religions les ont appelées, avaient comme seul objectif de couper l'être humain de ses racines spirituelles naturelles, telles que le pratiquent encore aujourd'hui les autochtones dans divers continents. Mm. Pour conclure sur ce livre de Michel Onfray, je dirais que même les athées, avant
sont avant tout des personnes anti-religieuses, car la spiritualité n'a rien à voir avec les dogmes religieux. Alors, c'est là que une fois qu'on a fait tout cet énoncé-là, c'est intéressant d'aller plus dans le détail et de comprendre que les êtres humains, vous, moi, les gens qu'on rencontre dans la rue, même ceux qui refusent d'aller à la messe, on continue d'avoir ce que j'appelle des préjugés qui correspondent au formatage de notre mental en relation avec les activités humaines. Mm. Et donc, un des premiers préjugés que j'aime soulever, parce qu'on est avant tout, Cynthia et moi, des astrologues, c'est les préjugés envers l'astrologie. Donc, je parle donc d'une expérience personnelle. Alors que j'avais choisi l'astrologie comme activité professionnelle, je me suis retrouvé à un emploi d'architecte suite à des turbulences familiales et un divorce. Je me suis retrouvé à être chargé de projet pour construire des logements sociaux dans un bureau d'architecte. Cependant, lors de mes loisirs, je profitais pour rédiger mon premier livre d'astrologie sur le double zodiaque. Cela faisait une quinzaine d'années que j'avais développé cette nouvelle théorie. Dans ces circonstances, c'est dans ces circonstances que j'ai présenté mon manuscrit à mon architecte employeur, comme j'étais plutôt fier de mes recherches dans ce domaine de l'astrologie. C'est là que la réaction de ce fameux architecte employeur a été terrible. Si j'avais su que tu avais écrit un livre d'astrologie, je ne t'aurais jamais recruté. Ça, c'est un préjugé majeur. J'ai appris par la suite qu'il était le neveu d'un éminent ecclésiastique qui était responsable de promouvoir et de protéger la doctrine de la foi pour la province du Québec. J'ai tout de suite compris que cet architecte québécois avait été imbibé de cet endoctrinement catholique dès sa naissance. J'étais donc pour lui un hérétique. Ces préjugés qui définissent cet homme n'ont pas entaché notre relation dans la mesure où il avait, semble-t-il, des difficultés à se passer de mes compétences. Par la suite, lors d'une baisse d'activité à cause des nouvelles politiques sociales du gouvernement, j'ai refusé de partager à des projets sous-traités de collègues car ils n'avaient aucun respect de leurs employés. Nous nous sommes quittés à un moment où il ne pouvait pas se passer de moi. Malheureusement pour lui, je n'ai suivi que ma voix intérieure qui laisse à Dieu le plaisir de s'occuper de ce genre d'individu. Mm. Je ne vous raconterai pas en détail ce qui s'est passé, mais c'est très significatif justement de, Mm. de, de sa façon d'agir. Ouais, c'est ça. Puis même moi, j'avais aussi des préjugés envers l'astrologie, parce qu'avant de rencontrer Jean-Paul, l'astrologie, c'était de la superstition, c'était pas sérieux, etc. Donc, il y a c'est des constats que j'ai Alors, faits. Oui, c'est intéressant ce sujet-là parce que les gouvernements, les autorités laissent proliférer des horoscopes dans les journaux, à la télévision, etc. Tout ça, ils sont contents que ça se passe comme ça pour démontrer que l'astrologie, ben, c'est pas sérieux c'est quelque ça. part. Ben, bref. Je ne m'arrêterai pas là-dessus, mais même ce côté-là, quand j'ai rencontré Jean-Paul, là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de sérieux et j'ai embarqué là-dedans. Mais pour avoir côtoyé Jean-Paul quand même depuis 2 ans, quand Jean-Paul s'adresse, parce que les préjugés et l'endoctrinement, il y en a beaucoup aussi dans le milieu astrologique, énormément. Puis Jean-Paul essayé de démontrer ce qu'il savait, ses recherches. Et moi, je l'ai même constaté hier quand j'ai fait un petit mot sur le pape. Les gens sont focusés sur l'astrologie qu'ils connaissent et ils rejettent les astrologues. Je parle, ils rejettent du revers de la main. Pas tous. Il y en a quelques-uns qui sont ouverts à ce qu'on fait, mais il y en a plein qui disent, ah, je veux rien savoir de ce que tu fais, etc., sans développer leur curiosité, dit, mais pourquoi ça fonctionne, tu sais, poser des questions, être ouvert d'esprit, etc. Donc ça, je l'ai beaucoup constaté chez Jean-Paul dans son milieu astrologique, que c'est un milieu très fermé. Donc, c'est mon point de vue là-dessus au niveau de ça. Donc, il y avait des préjugés que tu voulais aborder au sujet de la Oui, réincarnation. alors c'est ça. Le premier préjugé fondamental pour comprendre la vie dans comment dirais-je, dans toute son existence, dans toute son essence, c'est de comprendre le principe de la réincarnation. Parce que scientifiquement, c'est difficile de prouver la réincarnation. On n'a pas d'appareil de mesure. Les scientifiques, d'ailleurs, ils ne reconnaissent pas la réincarnation à cause de ça. Mais il y a quand même des gens qui ont fait un travail extraordinaire. Je pense à Ian Stevenson,
qui, dans son livre sur incarnatiologie, a présenté des cas extrêmement pertinents. Ian Stevenson, c'est un psychiatre, chercheur en psychiatrie, qui a fait pendant 40 ans des recherches sur la réincarnation. Et il a découvert des cas qui sont extrêmement intéressants parce qu'on a des témoignages d'enfants qui sont nés, dès qu'ils commencent à parler jusqu'à l'âge de 10-11 ans où ils perdent la mémoire de leur vie antérieure, viennent témoigner de ce qu'ils ont vécu dans les vies antérieures. Alors souvent, on raconte des salades en disant que ils ont vu la télévision ou n'importe quoi. Mais Ian Stevenson a fait un travail extrêmement sérieux parce qu'il a rattaché la réincarnation à des principes biologiques, c'est-à-dire qu'on trouve sur le corps des traces biologiques des vies antérieures. Et un des cas que j'aime beaucoup présenter, qui décrit en long, en large dans son livre, c'est un enfant qui est né avec comme des taches blanches autour du cœur, là, dans la poitrine. Et cet enfant, dès qu'il s'est mis à parler, il a parlé de sa vie antérieure, d'où il habitait dans la même ville. Il a décrit les gens avec qui il habitait, etc. Et les parents ont fait le travail d'aller vérifier. L'enfant disait même où il habitait. Et puis l'enfant, quand il est arrivé dans la maison, il a reconnu son oncle, il a reconnu tout ça. Et en fin de compte, la mère d'une vie antérieure a expliqué comment son fils avait été tué d'un coup de chevrotine le soir quand il se promenait dans la rue, un coup de fusil, qui lui avait laissé effectivement les traces sur la poitrine. Et ils ont retrouvé le dossier médical qui présentait la photo ou les dessins de l'impact du fusil sur le corps. Et donc ça, c'est une des preuves qu'il y a dans le dossier de Stevenson qui me paraît extrêmement intéressante. Donc, pour moi, ça représente pour Steven une sorte de preuve scientifique de réincarnation, malgré tous les préjugés qui entourent la question. Il ne peut pas y avoir de preuve scientifique de ce lien karmique, la technologie n'en est pas rendue là. Ces préjugés négatifs sur la réincarnation véhiculés par la chrétienté ont entaché nos cerveaux, hein, jusqu'à aujourd'hui. Ils polluent encore les milieux, entre autres les milieux scientifiques qui demandent des preuves scientifiques sur toute la création. Mm. Ces préjugés polluent toutes les activités humaines, toutes les disciplines qui sont enseignées dans l'université, en passant par les sciences sociales, politiques et judiciaires. Une grande partie de l'humanité entière fait fausse route avec cette négation de la réincarnation. Pour continuer sur ce principe des préjugés, l'astrologie est totalement configurée autour des préjugés religieux comme la peur de la mort et de l'enfer. J'ai eu au cours de ma carrière d'astrologue la chance de mettre à jour quelques perles Mm. qui véhiculent les astrologues qui correspondent à l'impact des religions sur leur Ouais. savoir-faire. Puis il y en a une, entre autres, la première, dont on va se parler, les fameuses planètes maléfiques. Voilà. Euh, pour moi, qui suis quand même d'un esprit, comment dirais-je, cartésien et scientifique, quand les astrologues se mettent à parler des planètes maléfiques, ça me donne des boutons. Hein. Parce que pour moi, ça représente la perle des absurdités liées à l'astrologie traditionnelle qui parle des planètes pneumatiques qui vont apporter tous les malheurs de la Terre. J'ai bien pris soin de ne jamais accepter ce concept en considérant que toutes les planètes sont des créatures divines qui ont bien des rôles à jouer, mais jamais, surtout pas maléfiques. J'avais comparé l'impact des planètes dans tous les domaines de la vie, comme la construction par exemple, qui fait de ma carrière d'architecte. Saturne, la planète pneumatique, représenté par l'arcane de la mort dans le taureau, s'occupe de toute forme de structure comme le squelette. J'ai affirmé qu'aucun des bâtiments que j'avais construits ne s'était écroulé sur un problème de structure. J'ai tenu ce genre de discours pour chaque planète pour en déduire que si les êtres humains peuvent être maléfiques, ce ne sera jamais le cas des planètes. Si vous rencontrez un astrologue qui vous tient un tel discours sur les planètes maléfiques, foutez le camp au plus vite. C'est ça. Un autre préjugé qu'il y a, c'est le rôle du soleil et de la lune dans les cartes du ciel. OK? Si on enlève le nom de la personne, la carte du ciel, elle n'a pas de sexe. Deuxième chose, c'est que c'est ça, le soleil, dans la tradition, c'est toujours le père, et dans la tradition, la lune, c'est toujours le mère. Donc, c'est toujours le soleil qui a le droit de briller, la mer, c'est la nuit, cachée, etc. Donc, c'est vraiment pas le cas dans l'astrologie du double zodiaque. C'est pas ça que ça représente. Donc, le soleil, au niveau du double zodiaque, représente le parent du même sexe et la lune, le parent du sexe opposé. Là, Jean-Paul a fait des recherches là-dessus. Donc, on parlait de la lune, du fameux complexe de dire que le petit garçon
développe la future relation de couple selon la relation qu'il a eue avec sa mère, Avec le parent de sexe opposé. Oui. le parent du sexe opposé. Et bon, après ça, il développe son moi psychologique avec la relation qu'il a eue avec le parent du même sexe, donc son père dans ce cas-ci, le soleil. OK? Donc ça, c'en est un préjugé qu'il y a au niveau de Moi, l'astrologie. j'y accorde beaucoup d'importance Oui. parce que le double zodiaque apporte tellement de précision avec l'utilisation des aspects mineurs dont on va parler plus loin, qu'on est capable de décrire avec beaucoup de pertinence les relations avec les parents. Et on découvre que la Lune, qui reçoit toutes sortes d'aspects de blocage avec le double zodiaque, vient décrire la relation de couple à l'âge adulte. Et donc, euh, c'est intéressant pour nous comme astrologue dans une constellation, de comprendre qu'est-ce qui passe dans la relation de couple avec quelqu'un qu'on va attribuer à la difficulté dans son jeune âge pour l'enfant d'avoir pu développer une relation émotionnelle avec Mm, le parent du sexe opposé. Donc tout se passe dans la petite enfance justement pour comprendre la vie de couple. mm, D'où l'importance du rôle de chacun des parents pour préparer à l'âge adulte. oui, Et le parent du même sexe sert à s'identifier pour se projeter dans la vie, au niveau de l'avenir. Et mm. c'est là qu'on voit vraiment la différence entre la maison 4 et la maison 5. Oui, exactement. Un autre préjugé qu'il y a, c'est le rôle des planètes au-delà de Saturne, les fameuses planètes transsaturniennes. Ouais, c'est ça. Depuis qu'on a découvert Uranus, Neptune et Pluton, l'astrologie traditionnelle a balayé sur le tapis l'impact de ces planètes-là en disant que c'était des planètes Collectives. collectives et qu'elles n'avaient pas d'impact au niveau individuel. Alors, c'est là que c'est intéressant parce que le double zodiaque est incapable de fonctionner avec ce concept-là, hein. Mm, Le rôle soi-disant collectif erroné attribué à ces nouvelles planètes a surtout été une façon de balayer sous le tapis l'impact des nouvelles planètes dans les cartes du ciel individuelles. Toutes leurs théories astrologiques étaient biaisées. À ce sujet, on peut aujourd'hui, grâce à la nouvelle théorie du zodiaque, affirmer que ces planètes ont un rôle autant individuel que collectif. La Terre non plus n'était pas plate, comme le prônent les amateurs de Claude Ptolémée, un astrologue qui vivait au début du premier millénaire. Pour les astrologues, il est temps de découvrir le monde moderne comme l'a fait la médecine. Je dis souvent que les anciens astrologues des premiers temps, hein, à l'origine des théories anachroniques, auraient bien aimé vivre aujourd'hui pour disposer des moyens contemporains de recherche. Ils jubileraient comme des enfants avec ces nouveaux jours. oui. Ptolémée, c'est drôle quand tu parles de lui parce que justement, il vivait à l'époque de Jésus-Christ, puis les gens, certains astrologues qui le vénèrent encore. Ah oui, oui, Ouais. aujourd'hui, actuellement, d'ailleurs, lors d'une conférence, Ah, je me suis un petit peu moqué de ceux qui admirent Claude Ptolémée. Et j'ai fait la comparaison avec mon fils qui a fait un diplôme d'ingénieur en aéronautique, qui est un brillant ingénieur sur le plan professionnel. Et j'ai dit, justement, lors de cette conférence, à un monsieur qui disait qu'on doit apprendre par cœur le tétrabiblios de Ptolémée, qui vivait donc 2 siècles après Jésus-Christ. Je lui ai répondu que mon fils, qui avait fait une école d'ingénieur en aéronautique, ben, il n'avait pas dû apprendre la fabrication des socs de charrues à l'époque de Jésus-Christ. Comme si l'astrologie qui était utilisée à cette époque-là devenait une référence pour faire de l'astrologie aujourd'hui. ça marche pas. Ça marche pas. Les aspects mineurs entre deux planètes dans une carte du ciel. Ouais, c'est ça. On parle souvent des aspects de Kepler au niveau des aspects mineurs. Lui, il en avait parlé au XVIe siècle. Personne n'a vraiment pris le soin de les observer. Ouais. L'appellation mineure des aspects Mm. a permis aux astrologues de justifier leur mise écart, comme les planètes translatoniennes, et de les mettre sous le tapis. Je Ouais. dirais que malheureusement, dans le cas de la plupart des astrologues, encore aujourd'hui, en réalité, la somme des calculs trop importante que nécessitait leur observation n'a pas motivé les astrologues, les anciens astrologues et encore aujourd'hui à se pencher sur la question. Nous verrons que les outils développés grâce à l'informatique, des sociétés spécialisées aujourd'hui qui ont mis à notre disposition des logiciels d'astrologie extrêmement performants, comme la société Aureas à Paris, qui Mm. s'est spécialisée justement pour permettre à l'astrologue de programmer les aspects un par un dans leur recherche avec une très grande facilité. Avant l'informatique, il fallait plusieurs heures pour dessiner une carte du ciel. Aujourd'hui, on peut chercher un aspect mineur
dans 100 000 cartes du ciel en quelques secondes. Mm, Les aspects mineurs représentent 85% des informations contenues dans les cartes du ciel. De ce fait, ils n'ont rien de mineur. mm. C'est clair qu'on a besoin de ça, que le double zodiaque, c'est impossible de dessiner une carte. Ou Ah, ça on peut prendrait pas, du non, temps. non. Non, c'est ça. Ouais. Il y a des gens, justement, qui achètent mes derniers livres, là, puis qui aimeraient dessiner à la mitaine Ouais. les cartes du ciel, mais je leur dis, même à l'intérieur d'une semaine, ils n'y arrivaient pas parce qu'il y a tellement de Ouais. calculs à faire Impossible. et tellement de capacité de se tromper, alors que l'informatique, en un Demain. claquement de doigts. Maintenant, tu vas nous parler de la vision erronée du milieu astrologique. Ah, c'est un sujet tabou. OK, on arrête ça là. On va se faire lancer des Alors, tomates. dans l'astrologie traditionnelle, on ne prend pas vraiment l'astrologie au sérieux parce que Ouais. on veut pas que les astres aient un impact véritable sur nous. D'ailleurs, on ne croit pas à la réincarnation. Un des aspects importants de l'astrologie traditionnelle, c'est de ne pas croire à la réincarnation. Donc, l'astrologie, on considère ça comme un, comment dirais-je, comme un amusement, hein. Ouais. Les astrologues traditionnalistes s'arrangent pour faire croire que l'astrologie est une sorte de divertissement et qu'elle n'a pas véritablement d'impact sur les êtres humains. Ils enveloppent tout cela sous une belle phrase, Mm. les astres inclinent mais ne déterminent pas. Ils nient la dimension spirituelle et karmique de l'astrologie, ce qui en fait un résidu insipide. Il ne reste qu'à faire des prédictions. Les astrologues essayent en permanence de trouver une corrélation entre l'influence des astres et les événements de leur vie, alors que c'est la chose la plus négative à faire. Parce que Mm. quand on veut polluer une personne, on lui prédit toutes sortes d'affaires qui se réaliseront ou qui se réaliseront pas, mais maintenant la personne est complètement polluée psychologiquement. J'ai l'impression que les garants, les tuteurs de cette astrologie traditionnelle ont plus le souci de plaire aux scientifiques et aux curés. Nous verrons plus loin, grâce à cette nouvelle astrologie du double zodiaque, que l'astrologie représente une clé importante pour nous débarrasser de tout le conditionnement social qui consiste à nier qui nous sommes vraiment. Cette nouvelle astrologie représente une véritable façon de découvrir notre cheminement karmique lié aux vies antérieures, on Mm. s'entend. Il y a bien d'autres domaines hein, qui subissent les fougues de préjugés. Ouais. Dans les milieux universitaires, les tenants de la spiritualité sont mis à l'écart du fait qu'aucune recherche ne peut être validée, aucune recherche sur le plan spirituel ne peut être validée scientifiquement. C'est là que les préjugés sont à l'œuvre et avec des conséquences dans bien des domaines. Ce- celui qui connaît, celui que je connais le mieux est celui de la psychologie avec la lutte entre les partisans de Jung et de Freud. Mm. Les fameuses preuves probantes sur les résultats scientifiques amènent les ordres professionnels, au Québec entre autres, à menacer d'exclusion tout professionnel qui fait allusion à des approches qui n'ont pas été reconnues par la science. Dans ces domaines, la liberté de conscience est mise à l'épreuve. Je pense aussi à Mario Beauregard. Mm. Mario Beauregard, docteur en neurosciences, avec son livre Du cerveau à Dieu, qui lui a valu des difficultés dans l'Université de Montréal. Il a collaboré à l'écriture d'un manifeste pour une science post-matérialiste. Le titre, c'est La science matérialiste ne serait-elle pas un peu dépassée aujourd'hui? Un comité de scientifiques participant au sommet international sur la science post-matérialiste, la spiritualité et la société a élaboré un manifeste arguant pour une ouverture d'esprit des scientifiques au-delà du matérialisme et vers une meilleure compréhension de l'esprit dans, dans un aspect majeur, dans un, comme un aspect majeur de la fabrique de l'univers. Il faut aussi penser à tout ce qu'a pu vivre le professeur japonais Masaru Emoto dans son travail exceptionnel sur la mémoire de l'eau dans Mm. nos émotions. Mais peut-être qu'un jour, les scientifiques vont pouvoir le prouver, la réincarnation, avec ton bel ouvrage de double zodiaque. Alors, ça, c'est une remarque intéressante que fait Cynthia, c'est Oui. que l'astrologie du double zodiaque amène une précision dans la description des personnalités que c'est tellement pertinent que les gens, quand on analyse leur carte, ils disent, mais la description de cette astrologie de amène quelque chose d'une telle précision que ils se sentent vraiment euh, Mm. complètement impliqués avec ces Oui. Puis descriptions. ça pourrait quand même être quelque chose de, je dis ça comme ça, de faisable au niveau scientifique, dans le sens que c'est la carte
du ciel, c'est l'ADN de naissance et on a déjà des personnes connues qui l'ont. Les scientifiques pourraient déjà, avec les événements de leur vie et de ce qu'on connaît d'eux, d'analyser tout ça. Donc, c'est quand même possible. Ouais, Fort ouais. possible. En tout cas, parenthèse. Mm. Alors, Alors, Uranus, pour changer de sujet, l'Uranus, c'est la planète de l'astrologie. Hein? Donc, c'est ça qui est et de intéressant. l'ère du Verseau, Et de comme on l'a l'ère dit du tout à Verseau. l'heure. Oui, Ouais. c'est assez intéressant. Donc, Jean-Paul, c'est pour ça qu'il un peu, il a fait une grosse réflexion sur ce sujet-là qu'il aimerait vous partager. Euh, Parce que c'est important, on est dans une époque où ça brasse, dans les Donald Trump, Pape, Poutine, etc. Ah, c'est intéressant parce que la mort du pape, Oui. euh, on avait un pape très progressiste avec le pape Même s'il n'est pas parfait, là. Mais bon, avec le pape François, mais ouais. on a compris que le concile qui va consister à nommer un nouveau pape, là, ça va être une sorte de guerre civile au Vatican parce que les idées des uns puis les idées des autres sont totalement incompatibles. Donc on s'attend à une guerre civile et des morts au sein même du Vatican. Mm. Hein. On verra. Parce que, tu sais, juste avec ce qui va se passer en fin de semaine, là, parce que là, nous sommes le 22-23 Le avril. 23, Le ouais. 23 avril, et avec la nouvelle lune Le le 27, 27, ouais, c'est ça. euh, il Et y a des comme par choses. hasard, le, 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 le Vatican vont nommer Oui, rapidement un nouveau pape. Alors on va rigoler. oui. Donc, moi, ce que je disais, c'est que Uranus, c'est la planète de l'astrologie pour l'ère du Verseau. Mm, Et donc, l'arrivée de l'outil informatique mis au service des chercheurs en astrologie a permis à l'astrologie d'aller de l'avant dans la recherche. Comparé à la médecine, l'astrologie n'a pas su décoller vers le futur de l'ère du Verseau. À partir du moment où on se débarrasse de ces préjugés décrits plus haut, l'astrologie a des moyens d'investiguer de nouvelles hypothèses. mm, Il faut aussi se prendre du recul devant les enseignements anciens qui n'avaient pas les moyens actuels d'investiguer d'autres hypothèses. mm. La fameuse liberté de conscience et la liberté d'être ne peuvent en aucun cas être sous la tutelle de qui que ce soit. L'être humain qui se réincarne, astrologie karmique, apporte avec lui toutes les expériences de ses vies antérieures. La carte du double zodiaque contient des quantités d'informations qu'il serait bon de découvrir afin de mieux se connaître. La plupart des gens qui ne se connaissent pas sur Terre. Chacun fait ou agit en fonction des autres sans véritablement savoir ce qu'il veut vraiment. Le conditionnement psychologique de la petite enfance par l'environnement social et humain tue dans l'œuf la potentialité de l'être. Nous avons aujourd'hui, grâce à ces nouvelles recherches en astrologie, des outils qui permettent de déceler les talents de chacun au lieu de vouloir faire rentrer les enfants dans le même moule. L'école d'aujourd'hui est un système qui confine l'enfant à la médiocrité dans la mesure où il est comparé en situation sur des tâches qu'il n'a pas choisies. On lui dénie la conscience qu'il est un être merveilleux. En résumé, il n'y a que le premier de la classe qui a le droit de se sentir merveilleux. Les autres sont classés, sont d'entrée de jeu classés sur le banc des médiocres. Mm. Alors, Jean-Paul, c'est quoi la spiritualité pour toi? Alors ça, c'est une bonne question. Parce que les religions ont essayé de nous faire croire qu'elles détenaient Les réponses. des réponses. Le curé dit, venez à moi, mes enfants, je vais vous intercéder pour vous près de Dieu. En fin de compte, il se passe souvent bien des choses Pour dans les les deux. zones cachées du clergé. Mm, Alors, la question, c'est de se dire, c'est quoi la spiritualité? Et moi, pour souvent, comme en mathématiques, pour comprendre une hypothèse, il faut éloigner tous les paramètres. Et donc, c'est celle que j'explique, c'est celle des gens qui vivent dans un paradis hypothétique sans influence morale extérieure. Quelles étaient la vie originellement sur le plan spirituel? Étaient certainement pleinement en communion avec la nature et entre tous. La notion d'individualisme était impensable. mm, Le matin, en se réveillant avec le soleil, les habitants du paradis hypothétique commencent leur journée par rendre grâce au soleil qui vient réchauffer les cœurs et leur apporter le bien-être. Leurs pensées vont être de remercier la nature pour tout ce qu'elle leur apporte, nourriture, paix et plénitude. Cela représente la première démarche sur le plan spirituel.
être reconnaissant envers le Créateur, mm, c'est-à-dire envers la nature et le cosmos dans sa globalité. Certains pourraient se choquer en parlant de l'impact du cosmos dans nos vies. Pourtant, les premiers habitants de la Terre avaient l'intime conviction que leur vie était en interaction directe avec le cosmos. Le jour, la nuit, les cycles lunaires, le cycle des saisons leur rappelaient tous les jours combien le cosmos rythmait leur existence. Ils savaient que le cycle lunaire avait un impact sur la nature au complet. Des fêtes spécifiques marquaient les grands événements cosmiques de l'année, comme le solstice d'hiver, d'été, les symboliques du printemps et de l'automne, les équinoxes du printemps et de l'automne. Le symbolique derrière ce solstice d'hiver pourrait être le plus important de l'année, car il représentait le retour du soleil, le retour de la lumière du soleil mm. qui symbolisait la promesse d'une renaissance de la vie sur Terre. Cette date-là a été récupérée par les églises pour la transférer avec la naissance du Christ et tout le charabia qui va avec. Les habitants n'avaient pas grand-chose à garder pour garder espoir dans la vie. Ce cosmos leur envoyait le signal que Dieu et la création ne les abandonneraient jamais. Cette culture primitive du respect des éléments est pratiquement disparue de ce nos jours, comme la spiritualité naturelle. Pour eux, chaque moment était divin. Ils savaient que Dieu était présent à chaque instant dans leur vie. Il n'y avait ni passé ni futur, juste le présent. La relation entre la vie avec la mort était aussi totalement différente. Elle était considérée comme tout ce qui les entourait dans la nature. La mort faisait partie d'un cycle naturel qui était une étape avant une nouvelle incarnation. Mm. Peux-tu boire un petit peu d'eau? Oh, Bonne idée. un petit coup de whisky et d'eau fraîche. Très bien, parce On que garde que l'eau on fraîche. parle beaucoup, là, donc c'est ça. Après la spiritualité, pour toi, c'est quoi la nouvelle astrologie? Ça, c'est encore une bonne question. Oui, Donc, il faut savoir que moi, je suis passé par énormément mm. de processus euh, 40 dans, ans de recherche, hein? dans la vie. Et tout ce processus, toutes sortes d'études que j'ai pu faire, ont fini par me faire comprendre que euh, l'astrologie représentait peut-être une source de réflexion qui m'a amené à faire toutes sortes de recherches qui ont permis de mieux comprendre la vie aujourd'hui. Mm, Les recherches que j'ai entamées à partir de mon arrivée au Québec en août 87 m'ont permis de faire sauter toutes les barrières qui m'empêchaient d'aller de l'avant dans toutes mes investigations. C'est donc, c'est comme si le bon Dieu avait mis sur mon chemin les bonnes personnes qui me permettraient d'alimenter mon sens critique et mes recherches pour faire évoluer mes connaissances sur l'influence des astres. mm, Souvent, je le dis, hein, dès que j'ai mis pied au Québec, euh, il ne s'est pas passé un mois ou deux là, avant que j'ai été amené à rencontrer des astrologues. mm, Et je me souviendrai toujours de la rencontre avec Lionel Chaillet, qui est un astrologue qui faisait de la chiromancie et avait une librairie à Montréal sur la rue Saint-Sauveur, la librairie Lunaire. Et donc mon ami François Santoni, le propriétaire de la compagnie Auréas à Paris, m'avait demandé, comme il venait de sortir des premières calculatrices astrologiques, on n'avait plus de calcul à faire, il m'a demandé de faire le tour des librairies pour présenter cette calculette. Puis quand j'ai rencontré Lionel Chaillet, la première chose qu'il m'a fait, c'est de me demander c'est quoi mon signe astrologique et mon ascendant? Ben, je lui ai répondu, je suis Gémeaux ascendant Bélier, comme tous les calculs que j'ai faits depuis que j'ai commencé l'astrologie avec mon heure officielle de France. Et il m'a dit, non, 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 t'es pas ascendant Bélier, t'es ascendant Poisson. Et puis, moi, j'étais comme un espèce d'état de choc parce que pour moi, je me sentais ascendant Poisson. L'ascendant Poisson, c'est quelqu'un qui va au-devant des autres, qui a beaucoup d'empathie, qui la seule préoccupation, c'est de rendre service aux autres pour leur sortie de leur misère, qu'elle soit psychologique, matérielle, etc. mm. Et donc, Lionel Chaillet m'avait même dit, tu devrais être à 22, 23 degrés des poissons. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en arrivant de mon bureau, dans mon bureau d'astrologue à Montréal, j'ai changé mon heure de naissance pour devenir ascendant poisson, puis j'ai tourné la page pour passer à autre chose. Ouais. Sauf que le bon Dieu, il ne m'a pas laissé tranquille longtemps, moins d'un mois après Mm, à être passé chez Lionel Chaillet. J'ai reçu un client en consultation et le client, donc je lui demande, c'est quoi
je calcule sa carte, je regarde sa carte du ciel, il est poisson, il est OK. ascendant poisson, Gémeaux il est ascendant. Gémeaux, il est Gémeaux ascendant Bélier, Ascendant pardon, bélier. je me mélange les pédales. Et donc, le gars, il avait le même soleil, le même ascendant que moi euh, dans sa carte du ciel. Puis là, je me suis dit, mais j'ai une corrélation, comment dirais, un hasard qui n'est pas lié au hasard, justement. Et là, je me suis dit, j'ai dit, mais est-ce que tu serais pas comme moi, quelqu'un rempli de compassion, d'empathie, pour rendre service aux autres dans toutes les situations? Il me dit, tu viens de me décrire exactement. Mm. Et là, je me suis dit, ben, je vais pas quand même changer l'heure de naissance de tous les gens ascendant bélier pour les faire devenir ascendant poisson. Puis c'est là que il m'est venu l'idée, grâce au logiciel d'astrologie d'Auréas, où il y avait un onglet astrologie sidérale, de basculer en astrologie sidérale. Et d'un seul coup, avec l'astrologie sidérale et mon heure de naissance, je me suis trouvé à 22 degrés 48 du poisson sidéral. Et là, donc, j'ai sauté au plafond, je me dis, mais la réponse est vraiment là. Puis là, d'un seul coup, j'ai balayé l'astrologie tropicale et je me suis mis à travailler en sidéral et les résultats étant beaucoup plus probants que ce que j'avais d'habitude d'avoir avec l'astrologie tropicale. J'avais même fait à l'époque un salon à Shawinigan où il y avait des clients venaient, il y avait une file de 30 personnes qui m'attendaient avec la capacité de rechercher les heures de naissance que j'avais mis au point Mm. et cette astrologie sidérale qui fonctionnait à merveille. Mais on t'a pas Et laissé tranquille on m'a longtemps. pas laissé tranquille longtemps, non, mais bon, c'est un autre sujet. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi encore, rapidement, je me suis posé la question Ouais. euh, que d'un côté, il y avait l'astrologie sidérale, puis de l'autre côté, il y avait l'astrologie tropicale. Puis là, je me dis, il y a quand même un problème quelque part. Mm. Et comme mon instinct de chercheur a tout de suite allumé, je me suis dit, moi qui suis ascendant bélier et poisson sidéral, ce serait intéressant de comprendre l'interaction entre la planète Mars qui vient de bélier et Neptune qui vient des poissons. Et encore là, le logiciel de Santoni, Auréas à Paris, qui était un logiciel complètement d'avant-garde déjà à l'époque, il avait la possibilité, on avait la possibilité avec ce qu'on appelle une routine informatique de recherche statistique sur les cartes du ciel, avec jusqu'à 100 000 cartes du ciel dans votre ordinateur, vous étiez capable en quelques secondes d'aller chercher ce que vous cherchez. Et donc là, je me suis dit, Mars, Neptune, je vais aller chercher les aspects significatifs dans les cartes du ciel. Et c'est là que j'ai trouvé la carte de Robert Badinter, qui présentait une opposition parfaite entre Mars et Neptune. Et c'était l'exemple parfait parce que les gens ne connaissent plus obligatoirement Robert Badinter, mais il avait été nommé par François Mitterrand en 1981 ministre de la Justice. Et comme la première chose qu'a fait Robert Badinter comme ministre de la Justice, ça a été d'abolir la peine de mort. C'est-à-dire que la peine de mort, pour lui, c'était couper la tête à quelqu'un sans qu'on ait la preuve définitive de sa culpabilité. Et donc, cette espèce d'opposition entre Mars et Neptune, c'était la preuve comme quoi, en termes de compassion, il fallait agir. Et l'opposition représentait une énergie énorme pour se battre pour la compassion. Et ce que j'ai beaucoup aimé à l'époque de Robert Badinter, c'est qu'il disait, bon, le gars, une fois qu'on lui a coupé la tête, on tourne la page, mais non L'avocat. les avocats qui ont eu à défendre un condamné, un prévenu sur sa culpabilité, ils sont arrachés les cheveux, ils ont les cheveux blancs et toute leur vie, ils vont se poser des problèmes à savoir s'ils ont véritablement fait Bien leur écrit. travail. Ouais. Et donc, c'est un véritable. Robert Badinter a expliqué à la tribune du Parlement en France que c'est un véritable cauchemar pour les avocats de défendre des condamnés à mort parce qu'ils traînaient ça toute leur vie comme une espèce de traumatisme psychologique. Donc, Mm. la suppression de la peine de mort, c'était véritablement un travail en profondeur qu'a fait Robert Badinter. Et c'était pour moi donc la preuve scientifique Ouais. de l'importance du double zodiaque. Et donc, c'est là que je me suis mis à faire des recherches un petit peu plus poussées pour le double zodiaque, pour comprendre un petit peu ce qui se passait. C'est là que j'ai commencé donc à être obligé de m'intéresser aux aspects en général. Parce que
Et je me disais, bon, l'opposition Mars-Neptune dans une carte du ciel, c'est effectivement de la compassion exacerbée. Et je dis, mais Neptune, il bouge pas dans une carte du ciel ou Non. très lentement, il a 150 ans de faire le tour du Mais zodiaque. Mars. Mais Mars, par contre, il fait le tour en 2 ans. Mm. Et là, je me suis dit, mais le bon Dieu, il n'est pas idiot à ce point-là. J'ai dit, il doit y avoir un impact à toutes les 30 degrés, tout autour du zodiaque, dans chacun des signes. Et c'est là que j'ai découvert que ce que j'ai appelé la série énergétique 30, 0, 30, 60, 90, etc. Et donc, c'est là que je me suis mis à faire des recherches sur les aspects mineurs, parce que je me suis dit, on n'a pas toutes les réponses avec ces aspects dits majeurs. Et Mm. donc, j'ai fait toutes sortes de recherches sur les aspects mineurs, et entre autres, souvent, je parle du livre de Bill Tierney qui m'a permis d'aller jusqu'au bout et de découvrir tout ce qui se passe au niveau des aspects. Et actuellement, j'en utilise 33 dans les cartes du ciel. Mm. Et donc, il y a eu une autre étape qui est arrivée après les aspects mineurs, c'est que j'ai découvert que les fameuses planètes transplutoniennes, euh, Transsaturnienne. transsaturniennes, excusez, euh, Uranus, Neptune, Pluton, ben, on ne pouvait pas s'en passer dans les cartes du ciel, parce que dans les superpositions du zodiaque, on avait d'un seul coup le Sagittaire qui est superposé avec le Scorpion, et on avait le Capricorne qui était superposé avec le Verseau, etc. Et on était obligé de donner à chacun un rôle, une planète. À chaque planète, on attribuait un domicile, point, pas d'autre. Hein, Mars ne gouverne plus le Scorpion, Jupiter ne gouverne plus le Poisson et Saturne ne gouverne plus le Verseau. Mm. Et donc c'est là que, entre les aspects mineurs et de comprendre le rôle des planètes transsaturniennes dans les cartes du ciel, que les choses commençaient à s'éclairer dans les cartes du ciel. Hein. Mm. Alors, donc, cette astrologie du double zodiaque apporte un moyen d'ouvrir les consciences. L'astrologie du double zodiaque apporte la preuve définitive que les astrologues qui se représentent dans les horoscopes sont des charlatans qui apportent la preuve aux curés et aux scientifiques que l'astrologie n'a rien de sérieux. Quelqu'un qui, quelqu'un s'en sort très bien, quelques-uns s'en sortent très bien, comme l'était Jacqueline Audry. Jacqueline Aubry, l'astrologue du Journal de Montréal, que j'ai bien connue. C'est elle qui avait une sensibilité proche de la voyance qui lui permettait d'être connectée sur le plan spirituel. Il faut savoir que chaque signe du zodiaque, et ça c'est important de bien le retenir, Mm. décrit dans les horoscopes, s'adresse à toute personne vivant sur Terre à l'heure actuelle. Et donc, si on arrondit à 8 milliards d'individus sur Terre, eh bien, on a 660 millions de personnes pour chaque signe. Et Mm. donc, arrêtez de me dire que quand on décrit votre signe zodiacal, eh bien, on vous décrit, non, on décrit 660 millions de personnes. Un petit point encore sur l'astrologie. Alors, moi, j'aimerais parler de la réaction quand je me suis mis à écrire mon Oui. premier livre, là. Euh, J'avais mon manuscrit, là. Puis j'ai demandé à un astrologue que j'aimais beaucoup à Montréal, Axel Harvey, s'il pouvait lire mon manuscrit pour me donner son point de vue. Et puis, pas de nouvelles. Au bout d'un mois, je l'appelle, j'ai dit, Axel, ce serait bien d'avoir de tes nouvelles parce que j'aimerais avoir une réponse. Puis, il m'explique que ce que je présente dans mon livre, c'est complètement extraordinaire. Et donc, comme il trouvait ça extraordinaire, je lui ai demandé de faire la préface de mon livre. Et on retrouve à l'arrière de mon premier livre blanc, là, que ceux qui connaissent, un texte de lui qui dit: Ce livre m'offre un aperçu de ce que pourrait devenir l'astrologie au XXIe siècle si jamais elle se débarrassait des fausses dichotomies, parmi lesquelles il faut certainement compter la question centrale du texte présenté dans ce livre, celle du zodiaque des saisons versus le zodiaque des étoiles. Et malheureusement, Axel Harvey est décédé en 2016. J'ai eu le temps de lui offrir mon deuxième livre sur les 5 couleurs de l'astrologie karmique, Mm. paix à son âme. Donc, l'astrologie du double zodiaque se différencie de toutes les autres techniques astrologiques dans la Mm. mesure où elle exploite tout le potentiel lié aux superpositions des deux zodiaques sidéral et tropical. Par exemple, toutes les relations angulaires entre planètes avec des orbes serrés sont significatives, même qu'il n'y a pas d'aspect. Parce que il y a des astrologues qui ont Mm. écrit des livres sur les planètes sans aspect, mais ils ont oublié d'intégrer les aspects mineurs dedans. Quand on intègre les aspects mineurs et qu'on met pour chaque aspect et chaque planète des aspects avec des orbes extrêmement serrés, il arrive
qu'il y ait des planètes sans aspect. Mais là, d'un seul coup, la planète sans aspect a toute une signification Oui, extraordinaire qu'on a mis en valeur d'ailleurs dans le livre avec les puces. oui, Hein, l'image que je donne souvent, une planète sans aspect, c'est comme dans un plat, quand il n'y a pas de sel, il n'y a peut-être pas d'aspect, mais quand il n'y a pas de sel, ben, on s'en rend oui. compte aussi. On le voit très bien, l'exercice. On ouvre une maison qui peut être colorée, mais il n'y a presque aucune puce colorée. Donc, la Ouais, maison c'est est ça. sans aspect. Donc, tu vois, ça apporte des réponses aussi. Voilà. Mm. Donc, les aspects sont regroupés par famille et coloriés suivant la famille à qui ils appartiennent. L'apparition des couleurs à l'écran a représenté un gain de temps dans l'analyse. La précision de l'analyse des puces est telle que les clients sont époustouflés par la précision des descriptions. Il affirme que ces descriptions sont tellement précises qu'ils ont l'impression qu'elles ont été décrites spécifiquement pour eux. Mm. Alors, la lune noire, Oui, souvent comprise, est au centre de la compréhension des cartes, souvent peu comprise, est au centre de la compréhension des cartes du ciel. Toutefois, c'est le zodiaque sidéral, sidéral qui a fonctionne. les véritables impacts de la Oui, lune noire. La carte du ciel représente les passeports des vies antérieures pour construire cette vie-là. Donc, si on ne croit pas à la réincarnation, tout le message qu'apporte la carte du ciel, ben, il ne peut pas être connu, il n'est pas reconnu. mm. Hein. C'est là que le refus de croire à la réincarnation est incompatible avec cette astrologie de demain. Tout le contenu de la carte du ciel est lié aux expériences des vies antérieures. Se passer de cette hypothèse karmique devient aberrant quand on y pense. Un autre aspect de cette nouvelle technique, c'est l'observation des cartes en synastrie. Oui, Comparer deux cartes, en deux personnes par exemple. Hein. oui. La précision des détails est telle qu'un client qui venait de divorcer m'a affirmé après que je lui ai expliqué en détail leur relation, cela vous a pris 5 minutes pour comprendre notre relation. Moi, cela m'a pris 25 ans. Alors Alors, là, oui, Jean-Paul, avec tout ça, comment on fait pour se reconnecter à notre âme? ça c'est une grande question. En fait, comme je le disais tout à l'heure, le conditionnement religieux, hein, ou politique nous amène à croire qu'on est des bons à rien, faire feu de pauvreté, de chasteté et tout y quanti. Là. Mais à un moment donné, l'individu, il s'est incarné avec un programme. Et donc, c'est ce que j'appellerais globalement le programme de l'âme. Et alors, comment on fait pour se reconnecter au programme de notre âme qui nous amène toute la connaissance qui est liée à nos vies antérieures? Et donc, la raison même de cette réflexion sur l'ère du Verseau a pour origine de nombreuses consultations astrologiques en relation avec le questionnement de la clientèle. Les gens qui consultent un astrologue, pour la plupart du temps, recherchent des prédictions. Pour ma part, je leur annonce qu'en principe, je n'en fais pas. C'est Mm, moi qui décide de l'importance d'en faire ou pas lors d'une consultation. mm, La force du double zodiaque vient de sa capacité à reconnecter les gens avec leur âme. Le conditionnement de la petite enfance fait en sorte que la plupart des gens sont coupés de leurs racines karmiques liées aux vies antérieures afin de les soumettre au bon vouloir des autorités en général. Beaucoup de clients viennent me rencontrer à une époque de leur vie où ils sont laissés psychologiquement eux-mêmes avec leur prise de retraite, par exemple, ou suite à un accident. C'est pendant cette transition que se pose la question existentielle de savoir pourquoi suis-je sur Terre? mm. Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde à pas être au service de mes patrons, métro, boulot, dodo? Oui, Mon discours est de leur affirmer que les plus beaux jours de leur existence vont enfin arriver, car ils vont pouvoir réaliser l'importance de la réincarnation et les buts de leur venue dans ce monde. L'humanité entière est sous la tutelle d'une doctrine de toutes sortes qui vient couper l'âme des êtres humains pour leur configurer un conditionnement de soumission. L'art du verso. Donc, et c'est ça véritablement la clé de la mm, réflexion pour notre vidéo d'aujourd'hui. L'ère du Verseau consistera principalement à permettre à chacun de ne plus subir aucun endoctrinement qui ne soit pas de leur choix, pour permettre le fameux rapprochement entre les êtres humains qui sont tous d'origine divine, contrairement à ce que leur racontent les religions. Il faudra trouver les moyens de faire tomber tout racisme, toute ségrégation de toutes sortes. La carte du ciel anisée avec le double zodiaque se
ne voit pas la carte du ciel, elle disait, excusez-moi, ne voit pas la race d'individu, ni son sexe, ni ses origines culturelles. Le fait que la valorisation des gens soit totalement individuelle fait en sorte que chacun ne ressent plus le besoin de s'identifier à un groupe sectaire. C'est là la clé de la réussite pour réaliser les objectifs de cette nouvelle période de l'humanité que représente l'ère du Verseau. Ouais. Donc, la carte du ciel, ce qu'elle fait ressortir, puis on s'entend, je spécifie qu'au premier souffle de ta vie, c'est déjà tout écrit ce qui est là. OK? Alors, la carte du ciel fait ressortir en double zodiaque, on s'entend, les talents que tu as à ta naissance, Les talents qu'on a développés des vies antérieures. des vies antérieures. OK? Si on prend l'exemple de Mozart, par exemple, Oui, en naissant, il savait déjà jouer au piano, puis écrire des concertos, des machins, etc. exactement. Ça venait pas de nulle part, là. Bon. Ta mission de vie, mm, les grandes étapes de ton existence, les blocages à dépasser, les potentiels énergétiques qui sont disponibles, les relations interpersonnelles. Hein? À ta naissance, ou ton premier souffle, on sait déjà un peu c'est quoi. On sait la relation avec ton C'est père, ta ouais. mère. C'est intéressant d'ailleurs, parce Ouais, que quand les gens viennent nous voir en consultation et puis qu'ils disent, je viens de rencontrer quelqu'un, nous, en un quart de seconde, on sait ce qui ne va pas fonctionner, avec ouais, justement les aspects de blocage. c'est ça. La description avec beaucoup de détails de l'âme sœur. Mm. Ça, c'est un sujet qui roule bien. Qui roule bien, que c'était très intéressant. Parce on voit dans la carte du ciel, quand on regarde les relations de couple, l'hypothèse de trouver l'âme sœur, on voit très bien tous les pièges que les gens vont rencontrer. Mais la bonne personne qu'ils doivent rencontrer, ils n'osent pas y aller. Oui. Puis on n'est pas dans comme l'astrologie traditionnelle, ça va dire ben le bélier va bien fonctionner, par exemple, avec le Gémeaux. C'est de la foutaise. OK? Il y a tellement d'autres choses à prendre en compte que Certains juste. appelleraient ça du charlatanisme. Ouais, c'est ça. Alors, c'est de la foutaise. OK? Euh, donc, ce qui rend, là, tu avais écrit, ce qui rend l'obligation de célibat imposée par le clergé catholique, hein, inconstitutionnelle pour le bien-être karmique de l'âme. Parce que, Oui, c'est ça. On donne l'exemple d'un curé, par exemple, qui va se retrouver à avoir des relations sexuelles hors mariage, ouais, c'est ça. qui s'est marié avec Dieu. Et puis, moi, j'ai eu l'occasion, justement, quand j'étais en France, là, d'un psychiatre, pilote d'avion à Poitiers, avec qui on faisait on avait on s'envoyait en l'air avec en faisant des tours d'avion et de planeur. Et ce psychiatre-là, qui était pourtant un gars éduqué, conscient, intelligent sur le plan psychologique, médical, est venu me demander, en toute discrétion, si je ne pouvais pas l'aider à rencontrer une femme parce qu'il n'arrivait pas à juguler ses besoins sexuels. Et donc, on voit très bien, justement, euh, quand d'une carte du ciel, on voit l'âme sœur et je ne veux pas donner des exemples publics de prêtres que j'ai connus, mais l'âme sœur est décrite et cet homme est perturbé toute sa vie à cause de ça. Donc, en fait, on en fait des détraqués sur le plan sexuel. Mm. Puis, un coup qu'on se connaît mieux, on peut se développer, se réaliser. OK? Donc, moi, j'étais un peu dans ce scénario-là, métro, boulot, dodo, et j'ai reçu un genre d'électrochoc avec mon burn-out, et il est arrivé, et j'en parle dans ma vie, et je suis devenue astrologue. Ma vie a fait un 180 comme ça. D'autres exemples, Greta Thunberg, OK? Peu importe ce que vous pouvez penser d'elle, elle est née en 2003 et dès son plus jeune âge, elle s'est engagée dans les combats pour l'environnement. Dans l'astrologie traditionnelle, on ne le verrait pas nécessairement, mais en astrologie double zodiaque, Ah, on c'est voit clairement très identifié. bien C'est clairement identifié. mission, le Jupiter, Superposition, super. Sagittaire, Capricorne, coloré en vert, avec Merci. Soleil et la Lune. Ça m'énerve toujours un peu la caméra. Colère en vert superposé avec la Lune, maison 9, je crois en plus. Oui, oui, et puis Ouais, c'est ça. c'est clairement décrit dans mon deuxième livre, là, sur les cinq Ouais, couleurs de l'astrologie karmique. Qu'est-ce que cette personne va venir faire dans la vie? ouais. Il y a une autre personne, Malala Yousafzai, excuse-moi pour son nom, Zafral. c'est comme Malala qui a gagné le prix Nobel de la paix en 97. Non, elle est née en 97. Excuse-moi, en 2013.
Je m'excuse. En 2013, Helena 97, mais a gagné le prix Nobel en 2013 pour avoir défendu le droit des humains en faveur de l'éducation des femmes. Et pas n'importe où, hein, en relation avec l'Afghanistan et Oui, c'est ça. comment ça s'appelle le pays à côté là, de l'Afghanistan? Ouais, bon, passons. Oui, c'est ça. J'ai des trous de mémoire. Oui, c'est ça. C'est toujours un peu énervant en direct comme ça. Elle est obligée de se réfugier en Angleterre d'ailleurs si elle voulait Ouais. survivre, hein. C'est ça. Donc, les cartes ciel, c'est des talents qu'on développe sur plusieurs vies. On ramène aussi les vies antérieures, des séquelles de situations de vie antérieure. On le voit souvent avec l'aspect, exemple, 15 degrés, colorant bleu, de l'emprisonnement qu'on a vécu, de l'emprisonnement, des handicaps, des maladies, de la violence, des choses, de la pauvreté. C'est des choses comme ça qu'on peut C'est intéressant ressortir. d'ailleurs parce que Oui, elle avait, Cynthia, dans ses consultations, y compris qu'elle fait des constellations familiales, elle oui. avait une personne euh, qui est venue la rencontrer et sur le plan astrologique, et puis la personne lui disait, moi, je suis envoûté ou je ne sais pas trop quelle connerie, hein, tu peux nous raconter ça? Ah, mais c'est drôle, c'est pas elle que j'avais en tête. J'avais une autre personne qui avait de la difficulté à rencontrer l'homme de sa vie. Et pour diverses raisons, je ne vais pas l'identifier ou quoi que ce soit, mais ce qu'on se rend compte, c'est que dans des vies antérieures, elle, on pouvait voir qu'elle aimait rendre service pour avoir de l'argent. On peut comprendre un peu la prostitution dans la vie antérieure, ce qu'elle ne faisait pas dans cette vie-là. Mais Mais l'autre, là, Mais l'autre, oui, oui, effectivement, l'autre, elle était victime de phénomènes paranormaux. OK? Dans sa carte natale, ça a été quand même compliqué à trouver. Par contre, en direction secondaire, parce que les puces, les aspects mineurs en direction secondaire, en tout cas, on a découvert avec cette consultation-là que les c'était directions secondaires étaient incroyable. extrêmement pertinentes. Ce Incroyable. que la puce en question disait, Oui, c'est que la personne, elle génère de la négativité et attire les mauvais sorts, hein, oui, tu vois. La puis, puce décrite dans mon livre disait ça. Je trouve oui. ça Et extraordinaire. c'est extraordinaire. Puis ça, on pourra développer un jour parce qu'on a découvert avec Kadhafi, entre autres, que sa carte natale, elle pouvait dire des choses, de là à dire que c'était un dictateur, etc. Oui, avec la lune noire un peu, là, mais en direction secondaire, incroyable. En tout cas, on passe à d'autres choses. Donc, on a quand même des défis à surmonter aujourd'hui en lien avec tout ça, avec l'astrologie, le double zodiaque. Je te laisse. Tu me laisses la parole. Oui, je te laisse la parole. Alors, le passé récent, parce que j'ai divisé, comment dirais-je, cette partie-là en trois périodes. Le passé, le présent, puis le futur. C'est un petit peu la conclusion de notre exposé sur l'ère du Verseau. Le passé récent, moi, ce que je dis, c'est que ça fait plus de 30 ans, hein, que je maîtrise bien le double zodiaque. J'avais hâte de partager ces découvertes avec le milieu astrologique. Toutefois, peu d'astrologues ont véritablement été capables de me suivre. Comme j'ai déjà expliqué plus haut, l'astrologue traditionnaliste est cloué sur la croix de ses préjugés dont nous avons parlé plus haut. Comprendre le double zodiaque à partir d'un prisme déformant n'était pas simple. Je dirais même que tous mes essais furent des échecs. Pendant plus de 25 ans après l'apparition de mon premier livre sur les 12 clés du double zodiaque, aucune école d'astrologie n'a voulu s'ouvrir à cette nouvelle approche de l'astrologie. C'est la raison pour laquelle ce dernier livre sur les 66 puces, tiens, mets le don là qu'on le montre. Oui, Ben, il est au mur là-bas, mais oui, amène le don bon, quand je vais même. la mettre. C'est pour ça, la raison pour laquelle ce livre sur les 66 puces a un objectif principal de permettre à n'importe qui de comprendre sa carte du ciel sans avoir à suivre de cours, hein. On a justement une cliente récemment qui nous a affirmé qu'avec ses 82 ans dans un salon, hein, que c'est exactement le livre qu'elle cherchait. Elle n'avait pas l'espoir à son âge ni le temps de suivre un cours d'astrologie malgré son intérêt à lire des cartes du ciel. Je l'ai rencontré lors d'un salon de voyance à Trois-Rivières. Cet homme a bien résumé les objectifs de ce dernier livre, permettre à tous de lire une carte du ciel sans avoir à apprendre l'astrologie. J'ai définitivement abandonné l'espoir que les écoles d'astrologie traditionnelles puissent embarquer dans cette nouvelle approche. Euh, Après 30 ans, là, on oublie ça, là. Et je ne sais pas le nombre de comment dirais-je, de fois
où j'essayais de leur en parler. Mm. J'ai même le corps d'une astrologue que j'avais rencontrée dans un salon à Québec, qui représente une école d'astrologie traditionnelle. Et puis à la fin du salon, je lui dis, ben, on peut faire un échange de cartes, puis même pour t'encourager, je t'offre mes livres là. Et puis, elle a été Mm. d'accord et j'ai eu la naïveté d'analyser sa carte du ciel en premier. Et puis, je l'ai tellement, comment dirais-je, estomaqué que quand il a été question d'analyser ma propre carte, elle a dit, oh, mon ordinateur est en panne, je ne peux pas analyser ta carte du ciel. Et en fin de compte, je ne l'ai jamais revue. Et donc, elle est partie avec $200 de bouquin qu'elle m'a jamais payé. Ouais. Voilà. Ça, c'est une expérience, mais qui m'a pas mal Ouais. marqué. Ouais. Alors, euh, donc, pour moi, de toute façon, ces écoles d'astrologie n'ont pas véritablement d'objectif de former les astrologues, mais plutôt d'enseigner l'astrologie le plus longtemps possible pour justifier leur existence. Ouais. Je ne parlerai pas du côté financier qui est derrière ça. Alors, donc maintenant, c'est ça, je Oui. voudrais parler de la situation actuelle. Aujourd'hui, à ma connaissance, hein, la seule compagnie d'astrologie qui est consciente de devoir mettre des outils de calcul puissants au service de la recherche en astrologie, c'est Aureas Informatique à Paris. Hein, ceux qui cherchent sur le web, c'est aureas.eu, là, www.aureas.eu. La plupart des amateurs d'astrologie trouvent des logiciels gratuits sur le net. Certains qui se Mm. disent professionnels considèrent que les logiciels d'Aureas sont comme des usines à gaz en parlant d'eux comme trop élaborés et avec trop de fonctions et de capacités de calcul. Ce qu'ils veulent, c'est des fonctions de base pour monter une carte du ciel sans avoir à faire de calcul. Cette attitude de dénigrement envers les logiciels sérieux et de recherche en astrologie n'a surtout pas été en faveur de l'évolution de ceux-ci vers l'ère du Verseau. Pour ma part, le bon Dieu m'a mis sur le chemin de cet homme qui a créé cette compagnie Auréas du logiciel d'astrologie dès le début de ma carrière d'astrologue pour me faciliter le travail dans mes recherches. Il m'a accompagné en permanence depuis plus de 30 ans pour être à l'affût de mes recherches en étant totalement solidaire de mes objectifs de recherche. C'est là que l'on rencontre. Excuse-moi, il y a manqué en arrière. Tu m'as interrompu là. Ah, désolée. C'est là qu'on se rend compte que qu'il y a véritablement un Dieu qui supervise l'évolution de l'humanité qui va faire en sorte que les bons éléments soient ensemble pour cette immense tâche. Je dis les bons éléments, c'est-à-dire quand je pense cette compagnie d'informatique à Paris, Auréas, avec son leader, là, Francis Santoni, on a été comme une espèce de pair associé pour pouvoir mettre au point ce double zodiaque. Lui, il avait le côté scientifique et moi, le côté recherche fondamentale sur l'influence des astres. Mm. Alors, donc, ce que je disais, c'est que la rédaction de l'aboutissement de ces recherches sur mes 66 n'aurait pas pu déboucher avec cette collaboration étroite avec cette compagnie. Je le remercierai jamais. La mise au point du logiciel avec les puces a été très laborieuse. La proximité et la complexité que nous avons eues étaient du premier plan. La rédaction de toutes ces combinaisons d'aspects avec les 66 puces de chaque ciel n'est pas venue en claquant du doigt mais a consisté à une sorte d'obstination et de persévérance extraordinaire, exceptionnellement remarquable. Il m'a fallu 5 années pour décrire ce dernier livre, pour décrire tous les scénarios de ces puces dans les cartes du ciel. L'arrivée par la suite de Cynthia Maltais, ici présente, hein, dans ma vie, n'a pas été non plus l'objet du hasard. Mm. Il a fallu qu'elle soit suffisamment brillante pour me challenger à la hauteur des objectifs divins. Parce que quand on a à rédiger 2376 puces, on ne rentrera pas dans les détails. Pendant 5 ans, il arrive qu'on foire un petit peu sur certaines descriptions. Et de l'arrivée de Cynthia, j'ai d'abord formé en astrologie. Après, elle était tellement brillante que je lui disais, ce serait bien si on relisait ensemble le livre en diagonale, les bleus d'abord, les machins, etc., pour croiser un petit peu toutes les informations qui étaient là. Et puis, on est tombé sur des bévues, comme on dit, hein. Mm. Euh, pour plaisanter, elle me disait, c'est qui le con C'est qui a qui écrit donc qui a ça? écrit ça? On s'amusait beaucoup. On était Ouais. comme sur un espèce de nuage divin de bonheur pour Beaucoup de plaisir à beaucoup réviser ce arriver livre-là. ce livre-là. Ouais. Ouais.
Ce troisième livre sur les 66 puces représente une grande étape dans l'évolution de nos connaissances sur l'influence des astres. C'est la raison pour laquelle je l'ai appelé l'astrologie du futur, Je le ou remonte ici. l'astrologie de demain. C'est ça, Voilà, l'astrologie de demain. voilà. Mm. Alors maintenant, je C'est- vais parler du passé, par du présent. Maintenant, je vais parler du futur proche. Le futur proche avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Dans la réalité, ce dernier livre trace le chemin pour l'astrologie de demain. mm, C'est celle de l'ère du Verseau. Cette astrologie ne sera pas dans les mains d'une caste de gens qui détiennent la connaissance et le pouvoir, mais bien au service de chacun sans avoir besoin d'un intermédiaire ou d'un astrologue. mm, Cette liberté de conscience introduite avec cette astrologie va éradiquer tous les endoctrinements néfastes de ce monde. Chaque être humain n'aura plus à se référer à une autorité pour découvrir qui il est et il est vraiment. Chacun connaîtra son chemin pour éviter de perdre du temps afin de se réaliser dans le chemin qu'il se sera choisi lui-même, tracé sans être au service d'une idéologie destructrice. C'est donc dans un avenir très proche que l'intelligence artificielle va permettre à cette théorie du double zodiaque de construire une nouvelle étape afin de synthétiser une approche parfaitement accessible à toute personne sur Terre pour construire l'ère du Verseau. La culpabilité et la peur de l'enfer disparaîtront à jamais comme un vieux souvenir qu'on ne veut plus connaître. Ce sera certainement une grande étape pour ce paradis terrestre où les gens seront conscients les uns des autres et où l'ego ne servira plus à écraser les autres. En astrologie, le signe du Verseau représente le signe du moi collectif au détriment du moi-je. Et je termine en disant merci mon Dieu. merci beaucoup. On ajoute un petit mot de la fin. Oui, Merci beaucoup. Je sais que alors, c'est un peu long, mais c'est quand même un sujet qui est important. puis c'est important de dire aussi, parce que je connais les mauvaises langues qui vont écouter cette vidéo-là, vont dire, ouais, il fait ça pour promouvoir ses livres, machin, etc. Il faut savoir que toute ma vie a été consacrée à l'astrologie. Malgré mes 13 ans d'université, j'ai tout abandonné pour me consacrer à l'astrologie et faire 40 ans de recherche à l'âge où j'ai aujourd'hui. Mon objectif, c'est pas de devenir riche, mais d'apporter une élévation de conscience à l'humanité. Et je l'ai véritablement réalisé avec ce dernier livre sur les 66 puces qui apporte à chacun une possibilité d'accéder à la conscience de qui il est sur Terre et au diable les mauvaises langues qui Mm. voudraient que je puisse gagner de l'argent avec mon travail sur l'astrologie. Mm. Et moi, je crois beaucoup à ce livre-là. J'en ai déjà parlé auparavant, mais quand Jean-Paul m'a enseigné, il y a plein de gens qui peuvent dire, oh, mais ça a l'air complexe. Moi, au bout de 2 mois, 3 mois, j'étais déjà dans les salons à lire les cartes du ciel. Comme Donc, astrologue comme professionnel. astrologue professionnel. D'accord? Donc, oui, bon, il faut savoir certaines choses, là, mais pour chaque individu qui connaisse rien à l'astrologie, tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est de savoir lire. D'accord? On a une carte du ciel avec les numéros des puces en bas de chaque carte qui est Bon, je peux le montrer ici, là, en arrière, là. Dans le bas des cartes ici, il y a les numéros des puces. qui OK? sont décrites dans Qui le sont livre. décrites dans le livre. D'accord? Donc, tout est décrit dans le livre. Comme je vous dis, il faut juste le savoir lire. Qu'est-ce que je pourrais dire à part Moi, ça? ce que je pourrais rajouter, c'est que effectivement, le logiciel d'Oreas est indispensable pour les gens qui veulent Aller faire plus loin. Hmm. plus de cartes du ciel pour s'aider pour les autres. En attendant qu'on développe avec l'intelligence artificielle une application qui soit directement accessible sur notre cellulaire ou n'importe C'est ça. quoi, on peut commander. Donc, quand on achète le livre, on a effectivement notre carte du ciel avec la preuve de l'achat. Et puis, pour les gens qui en valent plus, ben, il y a on défraie quelques coûts là, pour fournir des cartes à ceux qui n'ont pas les C'est ça. moyens d'acheter le logiciel. Mais entre nous, là, les gens un petit peu sérieux comprendront que l'achat du logiciel, c'est pas grand-chose pour savoir l'intérêt que ça peut nous apporter dans la mesure où on est capable de comprendre les cas du ciel de tout le monde, de nos Nos enfants, de enfants, tout notre parents. environnement familial, etc. Et en plus, en même temps, toutes les interactions qu'on peut avoir en termes de synastrie au niveau des comparaisons de cartes du ciel, mais aussi des transits, des directions, etc.
Et j'ai offert aussi sur Facebook un groupe de discussion pour le double zodiaque pour ceux qui ont acheté le livre et qui ont des questions. C'est là pour vous aider à interpréter vos cartes. Pas pour faire des consultations gratuites, mais juste pour vous aider à utiliser le livre. Là, je suis en train de mettre des choses en place que j'annoncerai pas tout de suite. Là, on commence parce que je veux quand même aider les gens à utiliser le livre et à démocratiser, si on veut, l'astrologie. Et donc, on fournit les cartes à toute personne qui nous donne la preuve d'achat du livre. Et la meilleure preuve d'achat du livre, effectivement, c'est de nous envoyer une photo, soit de la facture, soit du livre, ou les deux, comme preuve qu'on quoi ils l'ont acheté. Ouais, le livre avec votre face à côté, là. OK? Donc, on est vraiment là pour démocratiser l'astrologie. C'est pas vrai que c'est réservé seulement à des astrologues. Et sinon, ben, si vous voulez aller plus loin, hein, on offre encore des consultations. Vous pouvez consulter le site de Jean-Paul, le doublezodiac.com et mon site web qui est cynthiamaltais.com pour nous rejoindre pour faire des consultations ou juste Et pour nous poser des questions. il faut expliquer aux gens aussi que grâce à Internet aujourd'hui, on est capable de faire des consultations à travers le monde entier. Oui, Moi, j'ai une cliente récemment qui m'a consulté. euh, la Nouvelle-Calédonie? Bon, il y a eu la Nouvelle-Calédonie, mais Oui, c'était une en Arabie Saoudite aussi, à oui, Riyad, bon, pour un pays musulman. Je trouvais ça extraordinaire qu'elle consulte ouais. un astrologue, etc. Alors, merci beaucoup pour votre écoute aujourd'hui et à Et la prochaine. félicitations d'avoir réussi à nous écouter Au jusqu'à la fin. complet, ouais. Mais merci beaucoup. N'hésitez pas à interagir avec nous au besoin. Au Et à revoir. bientôt.